Crossover urbain emblématique de la marque japonaise, le Nissan Juke revient en 2023 avec une motorisation hybride. Hybridation simple d'ailleurs. Quand on voit beaucoup de ses concurrents qui choisissent l'électrification à 100% ou l'hybridation rechargeable, eux font le choix d'une hybridation simple. C'est le cas aussi de beaucoup de ses concurrents. Est-ce que ça va lui suffire pour continuer à rencontrer le succès qu'il a connu il y a quelques années? Je vais répondre à cette question en fin de vidéo en vous donnant ses défauts et ses qualités et surtout en le comparant à tous ses concurrents. Bien sûr, pour répondre à cette question, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, intérieures, ses technologies embarquées, son habitacle, et puis surtout, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous, activez la cloche de notification, et abonnez-vous aussi à mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. C'est parti. Je l'avais essayé il y a 2 ans ce nouveau Nissan Juke, mais pas avec la motorisation hybride. Alors autant il y a certains constructeurs, quand ils passent à l'hybride, ils ont vraiment du mal à conserver l'agrément de conduite qu'ils pouvaient avoir avant. Il y en a certains qui perdent beaucoup en performance, je vais y revenir en fin de vidéo, vous verrez. Là c'est pas le cas, on a vraiment une voiture qui, d'un point de vue de la fiche technique, surtout sur la partie chrono, de la consommation, est en nette amélioration par rapport aux versions 100% essence. Mais c'est surtout l'agrément de conduite qui s'améliore. Je vais y revenir en détail dans la partie de l'essai routier, vous verrez. Donc le passage à l'hybride pour ce Nissan Juke a beaucoup de vertus. C'est pour ça que je vous invite à l'essayer. Si vous avez l'opportunité dans les prochaines semaines de passer une petite matinée chez votre concessionnaire Nissan le plus proche, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Cliquez sur le lien, remplissez le formulaire et vous serez recontacté dans les plus brefs délais par le concessionnaire Nissan le plus proche de chez vous. Le passage à l'hybride, à part mettre plus d'argent sur la table quand il faut signer le chèque, n'est pas forcément très pertinent. Autant sur le Nissan Juke, vous allez voir, ça vaut le coup de se dire, si on n'a pas eu encore l'audace de passer à l'hybride, de se dire c'est peut-être le moment d'y aller. J'ai aussi trouvé des défauts forcément sur la voiture, il faudra attendre la fin de vidéo pour que je vous donne mon avis en détail là-dessus. Mais essayez-le, ça vaut le coup. Sur l'extérieur, caméra en haut du pare-brise qui permet d'utiliser la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide au maintien dans la voie et aussi les feux de route adaptatifs. On a un capot avec 2 lignes longitudinales qui se terminent sur cette calandre en forme de V, qui est en noir laqué, en nid d'abeille sur la partie inférieure et aussi avec des inserts en chrome. Les feux diurnes sont très effilés, on a des projecteurs full LED en forme de Y, juste ici. Et puis à noter que la caméra du système de caméra à 360 degrés est intégrée juste en dessous du monogramme Nissan. En bas du bouclier, sur les extrémités, on a des projecteurs anti-brouillard qui sont full LED, insérés dans des empiècements en plastique noir, tout comme le bas de bouclier, lui aussi en plastique noir, qui comprend une entrée d'air centrale assez large dans laquelle on retrouve les capteurs des aides à la conduite. Alors la partie avant du Juke, moi c'est pas à titre personnel ma partie préférée, je préfère nettement l'arrière du véhicule. En termes de design global, là aussi c'est pas celui qui m'attire le plus. Après c'est très subjectif, hein. Vous savez dans les essais quand je dis qu'à des moments les designs j'aime ou j'aime pas, il y en a plein qui me disent moi j'adore et je suis un des seuls à pas aimer. Bon, c'est comme ça. En tout cas, il y a une chose qu'il faut quand même noter, c'est qu'ils ont le mérite, contrairement à beaucoup de constructeurs, d'avoir eu l'audace de faire un design marquant. On ne peut pas dire qu'on reste insensible à la ligne de feu de cette voiture, aussi à ses projecteurs en forme de Y, et puis à une calandre qui est assez massive, dans une catégorie dans laquelle d'habitude les dessins sont, selon moi, trop consensuels et trop fades. Au moins, ça jouera en sa faveur pour ceux qui veulent rouler différent. La taille des jantes varie de 17 à 19 pouces, là on est sur des 19 pouces bicolores. Arche de roue, jupe latérale en plastique noir, vous pouvez en accessoire voir des baguettes décoratives qui se mettent sur les jupes latérales, qui sont en noir laqué, en alu brossé ou en rouge. Les rétroviseurs, ils ont une coque de rétroviseur qui est noir brillant, avec un répétiteur de clignotant, une caméra juste ici qui vous permet d'utiliser le système de caméra à 360 degrés. Il faut savoir qu'ils sont dégivrants, réglables et rabattables électriquement. On a un encerclement des fenêtres qui est en noir, avec le montant du pilier B lui aussi en noir laqué. Les poignées de porte sur les portières arrière sont incrustées
dans le prolongement de la vitre arrière qui est surteintée d'ailleurs, tout comme la lunette arrière. Et puis il y a un montant en noir laqué juste ici qui fait la jonction entre cette poignée de porte incrustée et les montants aux extrémités de la lunette arrière. D'ailleurs ça c'est assez bien vu au niveau du design. Vous pouvez aussi en accessoire avoir des barres de toit pour avoir des coffres de toit avec des capacités qui vont de 380 à 480 litres pour ceux qui souhaitent partir en vacances. Il y a aussi des porte-ski, des porte-vélos qui sont disponibles en accessoire. Réservoir de carburant 46 litres. Et on a un empattement de 2,64 m qui ne change pas par rapport aux versions thermiques. Au niveau du design, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une ceinture de caisse qui croise les poignées de porte, que ce soit sur les portières avant, mais aussi en fait sur la portière arrière. Et je trouve que ça fait un beau dessin et surtout une très belle transition du design entre la partie latérale et la partie arrière. Antenne requin et béquet arrière en noir brillant, avec l'intégration du troisième feu stop. Bon, dommage pour l'essuie-glace, s'ils l'ont mis en bas de la lunette arrière, ils auraient dû le cacher sous ce béquet, ça aurait été plus harmonieux. Feu arrière full LED en forme de boomerang. Alors la forme en boomerang, vous la voyez surtout lorsqu'on est au-dessus des projecteurs arrière. Et puis le bas de bouclier est en plastique noir. Vous pouvez aussi avoir des inserts décoratifs sur ce bas de bouclier en noir laqué, alu brossé au rouge pour 147 €. Et sachez que pour 236 €, vous pouvez avoir des baguettes de coffre en carbone. Alors ceux qui souhaitent tracter, c'est possible avec cette voiture, puisque en accessoire, là aussi, vous pouvez avoir un dispositif d'attelage fixe ou amovible qui vous permettra en non freiné de tracter 500 kg et en freiné 750 kg. Pas d'haillon à ouverture ou fermeture électrique, c'est manuel. Vous avez dans ce coffre un espace de 354 litres, donc l'espace il est moins important que sur la version essence. On perd 68 litres exactement, et puis banquette rabattue, vous aurez 1237 litres d'espace. Sous le plancher du coffre, on a un espace supplémentaire, et puis encore dessous, vous avez le kit anti-crevaison, et sachez que pour 150 €, vous pourrez avoir une roue de secours. Sur cette dimension, un gabarit assez compact pour un SUV, puisqu'il fait 4,21 m en longueur, 1,80 m en largeur et 1,59 m sur la hauteur. Et sur son poids, c'est plus 100 kg par rapport aux versions essence. Donc là, il est à 1400 kg. Mais quand vous voyez aujourd'hui certains de ses concurrents qui dépassent les 1,5 tonnes, le poids est assez contenu. Sous le capot, cette motorisation hybride, un moteur thermique de 94 chevaux, associé à un moteur électrique de 49 chevaux, puissance combinée 143 chevaux pour, écoutez bien, en coupe c'est intéressant, 353 Nm, ce qui est assez considérable par rapport à la puissance du moteur. C'est souvent des valeurs de coupe qu'on retrouve sur des petites sportives, pour vous dire. Boîte automatique, bien évidemment, transmission aux roues avant. On est sur une boîte automatique multimode Acrabo, 4 rapports en thermique et 2 rapports en électrique. 0 à 100, 10,1 secondes. Vitesse max 166 km/h et consommation annoncée par le constructeur japonais. On est à 5 litres seulement. On va vérifier ça sur la partie de l'essai routier, mais je me rappelle que l'autre motorisation que j'avais essayé sur le Juke était proche des valeurs annoncées. Donc on va vérifier ça. Sur son prix de base, 32 350 € pour cette version hybride. Et le modèle que je vous présente, lui, s'affiche à 35 300 €. Pour rappel, la version essence du Juke, elle est disponible à partir de 22 650 €. Donc il y a une grosse différence, mais l'hybride est quand même mieux doté que les versions de base en essence, il faut le noter. Autre chose importante, les émissions de CO2. Là, vous ne paierez pas de malus écologique à l'immatriculation sur les versions hybrides, alors que sur les versions essence, vous en paierez quelques centaines d'euros, mais vous les paierez quand même. Passons maintenant aux places arrière. Première chose à noter, c'est la présence de TEP tissu enduit plastique. C'est comme du simili-cuir, mais c'est d'assez bonne qualité. Les sièges sont très confortables à l'arrière. Alors vous avez un excellent maintien, vous pouvez le voir d'ailleurs, il y a un rebond assez marqué sur le bas du dossier et ça crée une enveloppe autour de votre dos qui est hyper agréable. C'est rare dans cette catégorie d'avoir une assise à l'arrière confortable. La place, elle est assez bonne, on va dire, pour 2 personnes de grande taille à l'arrière. Regardez, moi je fais 1,88 m, je vous le rappelle. Donc là, moi, si je me tiens droit, j'ai ma tête qui frôle le ciel de pavillon. Mais par contre, je peux me tenir complètement droit, il n'y a pas de souci. Pour 5 personnes, ça va être plus compliqué puisque vous avez un tunnel central qui est assez présent. On a un léger rangement juste ici. Une prise USB est disponible. À noter que vous avez un ciel de pavillon qui est anthracite et il n'y a pas de possibilité en option d'avoir un toit ouvrant ou un toit panoramique. Ça, c'est dommage. On a des appuis-têtes avec une coque en noir laqué qui sont assez imposants, je dois vous l'avouer. Quand on est derrière, on a l'impression que ça vous saute au visage. C'est un petit peu dommage, mais on se consolera avec cet équipement qui est assez inédit. Vous avez des enceintes dans les appuis-têtes avant de la voiture. Ça, c'est plutôt bien vu. Poches aumônières qui sont présentes. Et puis sur les contreportes,
On notera la présence de plastique dur sur l'ensemble de la contreporte. Et dans cette catégorie, je vous le rappelle, c'est dans la norme d'avoir ce genre de finition, parce que sinon la voiture coûterait nécessairement et logiquement beaucoup plus cher. Dernier point, vous avez aussi la possibilité de rabattre la banquette arrière en 60-40. Ça peut s'avérer pratique pour pouvoir profiter des 1237 litres d'espace banquette rabattue, je tiens à le préciser. Sur les contreportes, à l'avant, on retrouve cette finition en simili-cuir, le TEP. On a un système audio Bose Personnel Plus 10 haut-parleurs sur la finition Tecna. Il y a 6 haut-parleurs répartis dans l'habitacle et 4 haut-parleurs intégrés aux appuis-têtes avant, ce que je vous montrais il y a quelques instants. Les seuils de porte rétro-éclairés sont disponibles pour 296 €. Là, ils ne sont pas présents sur le modèle que je vous présente. Vous pouvez avoir un éclairage d'ambiance sur la finition Tecna. Et sur les sièges avant, alors déjà, ils sont réglables manuellement, chauffants sur la finition Tecna. Il faut noter qu'il y a un excellent maintien, que ce soit sur l'assise et aussi sur le dossier du siège. Et c'est vrai que dans cette catégorie de SUV, de crossover urbain, on ne s'attend pas à avoir une qualité d'assise aussi bonne. Ce qui est bien en fait dans ce modèle, c'est que vous avez aussi bien à l'avant qu'à l'arrière un confort pour tous les passagers de la voiture qui est similaire. Souvent, dans beaucoup de voitures de cette catégorie, le confort des sièges avant est bien nettement supérieur au confort des sièges arrière. Et là, ils ont réussi à créer une homogénéité qui bénéficiera à tous les passagers dans le véhicule. Et pour vous dire, moi qui suis un peu corpulent, cette catégorie de voiture, normalement, je ne suis pas très bien assis dedans. J'ai les coudes qui sont un petit peu engoncés et surtout au niveau du dos, je trouve que les assises sont souvent trop fermes. Et là, pour le coup, ils sont vraiment concentrés à avoir une proposition de confort à la hauteur, non pas d'une voiture de cette catégorie, mais à la hauteur d'une voiture de une voire deux catégories au-dessus d'un Juke. C'est dire. C'est un beau compliment ça. Combiné d'instrumentation avec un écran couleur LCD TFT de 7 pouces, on a 2 compteurs analogiques, volant à 3 branches, gainé de cuir, réglable en hauteur et profondeur, avec la commande qui est juste ici. Il est bien sûr multifonction, comme vous pouvez le voir, et il est chauffant sur la finition Tecna. La finition Tecna, vous avez vraiment tout sur cette voiture. À gauche du volant, vous pourrez régler le volume, naviguer dans l'écran d'instrumentation, choisir vos playlists et y accéder. Et à droite, la commande vocale, avec cette commande. Répondre à vos appels téléphoniques est possible avec ce bouton. Et puis vous avez aussi accès aux aides à la conduite. Alors d'ailleurs, les aides à la conduite, il y en a beaucoup. Sur notre modèle, vous avez le freinage d'urgence intelligent avec la détection piéton et cycliste. Le système d'alerte anti-collision arrière intelligent avec la détection des objets en mouvement. Ça, c'est pas mal quand vous faites une manœuvre et il y a par exemple une voiture qui arrive transversalement. Ça vous prévient et surtout, ça applique un freinage. Vous avez le régulateur de vitesse intelligent avec l'aide au maintien dans la voie et l'assistant de conduite en embouteillage. Et aussi la détection des angles morts, rien que ça. Au niveau du design, alors c'est vrai que les compteurs analogiques, bon, en 2023 c'est un petit peu passé, donc ça c'est vrai, c'est le petit bémol sur le design de l'instrumentation. Pour autant, on a une lisibilité excellente de toutes les informations nécessaires à vos trajets. Et moi ce que j'aime bien, c'est ce volant à 3 branches, qui est assez bien intégré dans ce tableau de bord, qui apporte surtout la petite touche de modernité qu'il lui fallait pour faire face à une concurrence qui souvent a des écrans d'instrumentation complètement digitaux. Le tableau de bord est en TEP, on en retrouve ici avec des surpiqûres contrastées qui sont de couleur claire. L'écran d'info divertissement est au centre. Tactile 8 pouces, il intègre Apple CarPlay et Android Auto. Sur l'écran d'info divertissement, ce qu'il y a à noter, c'est que le design est un peu daté. Pour autant, la navigation est facile parce que les menus sont assez lisibles. Mais on aurait aimé peut-être là aussi un design un peu plus dans l'air du temps. Alors la réactivité, il faut vraiment bien appuyer sur l'écran en fait pour accéder aux commandes. Vous avez des écrans chez certains de ses concurrents où vous passez à peine le doigt et vous arrivez à naviguer. Bon là à chaque fois il faut bien l'enfoncer. Bon ensuite vous avez les commandes d'accès rapide qui sont juste en dessous disponibles. Sachez qu'il y a un contrôle à distance depuis votre smartphone qui est dispo. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller votre voiture et surtout vous avez accès à beaucoup d'informations sur l'historique de conduite. Climatiseur automatique avec les bus d'aération qui sont rondes, vous en avez 3. Vous pouvez passer avec cette commande en fonction 100% électrique. En dessous des commandes pour le chauffage, vous avez un port USB et aussi une prise 12 volts avec un petit rangement juste en dessous. Le bouton Start, il est à gauche de la console centrale. Et puis on a un levier de vitesse avec un pommeau qui est en cuir. Frein de parking qui est présent juste ici, qui est électrique avec l'auto hold qui vous permet de ne pas avoir à appuyer sur votre frein lorsque vous êtes à un feu rouge par exemple. Vous avez les modes de conduite qui sont disponibles avec cette commande. Et puis on a aussi accès à l'e-pédale. Je vais y revenir dans la partie de l'essai routier. On a 2 portes gobelets qui ne sont pas thermorégulé et puis un accoudeur central avec un léger rangement.
Passons maintenant à l'essai routier. Alors c'est intéressant d'évoluer sur des routes départementales comme ça parce qu'avec les défauts de la chaussée, on se rend compte de la qualité des suspensions et des trains roulants plus facilement que sur une autoroute avec strictement aucune imperfection. Alors on a un schéma et une architecture des suspensions assez classique, suspension avant de type McPherson, essieu arrière semi-rigide, le crossover est confortable, on ne peut pas dire le contraire, même si j'aurais aimé à titre personnel des jantes peut-être un peu moins grandes. C'est un peu le défaut des nouvelles générations de SUV, de crossover, c'est que les constructeurs, pour les rendre plus sexy, comme les voitures grossissent de plus en plus, ils augmentent la taille des jantes de manière très importante, puisque il y a 15 ans, quand vous aviez des jantes 17 pouces, c'était des grandes jantes, voire des jantes qui étaient en option. Les tailles de jantes qu'on installait sur des voitures sportives, et en 2023, 17 pouces, ce sont des petites jantes. En l'occurrence, sur celui-ci, c'est vrai que sur chaussée très dégradée, ça altère un tout petit peu le confort, même s'il faut vraiment pousser le trait de manière importante pour s'en rendre compte, parce que sur une route normale, vous ne ressentirez pas ce côté négatif de transmission désagréable d'informations aussi bien dans la direction que le dos. Autre point à noter, la direction, avec laquelle j'avais un bon ressenti, même si sur ce type de voiture, vous savez, les directions, elles sont souvent extrêmement souples, voire un petit peu trop souples selon moi. J'aime bien quand la direction est très précise. Mais bon, ça c'est pareil, c'est une voiture avec une philosophie familiale, si vous voulez, donc bien sûr, on va pas mettre une direction de Porsche 992 GT3 RS, à un moment, il faut savoir être logique. Mais la bonne chose, c'est que la voiture, elle se conduit comme un vélo, hyper facile à manœuvrer. Ça, c'est une bonne chose. La direction est tellement assistée que c'est un réel plaisir d'évoluer même dans des espaces très étroits. Et surtout, ça c'est selon moi pour ce type de voiture une très grande qualité, c'est que vous avez un diamètre de braquage de 10,6 mètres seulement. Donc on est très proche du diamètre de braquage d'une citadine de référence comme la Renault Clio. Autre point aussi à noter, les modes de conduite. Donc les modes de conduite, vous en avez 3, ils sont activables avec la commande des modes qui est juste ici. Donc vous avez Eco, Standard et Sport. Ces modes de conduite, ils vont influer sur freinage régénératif, l'accélération, la direction et aussi la climatisation. Vous le savez, sur les voitures, la climatisation, ça a des impacts assez importants sur la consommation de carburant. C'est aussi valable sur les voitures 100% électriques. Et donc du coup, selon les modes de conduite, ça va activer ou non, ou solliciter de manière plus ou moins significative la climatisation pour vous permettre d'augmenter le rythme ou au contraire de plus s'axer sur le maintien d'une autonomie assez importante. Je l'ai essayé en mode sport. C'est plutôt pas mal en mode sport puisque là je vais vous faire la démo dans quelques instants. On a effectivement le véhicule qui se met sur un rapport supplémentaire, toujours avec des bonnes relances. Et puis le mode déco qui est plutôt agréable. Si vous voulez vraiment jouer le jeu de la consommation, moi j'étais toujours autour des 5 litres au 100 km, 5 litres 3, 5 litres 4 grand maximum. Mais elle est vraiment très proche de la consommation annoncée par le constructeur. Donc ça aussi c'est pas mal parce que souvent entre ce qu'annonce le constructeur et ce que vous constatez, peut y avoir 1 à 2 litres chez certains de ses concurrents. Alors il y a un bouton qui est pas mal au-delà de l'auto-hold, c'est le e-pédale. Alors le e-pédale, quand vous l'activez, en fait, regardez là, je ne touche pas à la pédale de frein et la voiture va appliquer une décélération jusqu'à 0,15 G. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait vous n'avez plus appuyé sur votre frein, c'est uniquement le freinage régénératif qui va ralentir le véhicule. Et donc du coup, il va alimenter les batteries du moteur électrique de 49 chevaux et donc nécessairement c'est le moteur électrique qui va prendre la main sur l'entraînement des roues du véhicule et ça va faire diminuer de manière importante la consommation de carburant. Alors beaucoup de voitures 100% électriques en sont équipées, c'est pas le cas de toutes les voitures hybrides, faut le noter. Moi ce type de conduite à titre personnel, j'aime pas trop parce que déjà je suis pas habitué, mais même au bout de quelques jours, j'ai jamais pu m'y faire. Quand la voiture freine, regardez, là je lève le pied, la voiture elle freine toute seule. Alors attention, elle freine toute seule. Si vous devez absolument appuyer sur votre frein, s'il y a un obstacle qui se présente devant vous, il ne faut pas penser au e-pédale. Attention, vous appuierez sur votre frein et ce de manière significative, bien sûr. Mais ça reste une manière de conduire que moi j'aime pas tellement. Alors ça c'est pas spécifique à cette voiture, c'est le cas sur beaucoup de voitures électriques. Parce que en fait, vous êtes tout le temps en train d'accélérer pour relancer le véhicule et vous n'avez jamais ces phases où le véhicule est en roue libre ou presque. Sur la transmission, on est sur une boîte automatique Acrabo. En fait, vous avez 4 rapports qui sont gérés sur le moteur thermique et 2 via le moteur électrique. Alors ce qui est pas mal, c'est que les embrayages Acrabo, ils sont là pour limiter les frottements. Et en plus de ça, vous avez un algorithme qui va gérer les points de passage et aussi la régénération de la batterie.
Alors, je ne vais pas vous dire qu'on ressent une transmission spécifique au roulage. La boîte de vitesse, elle est plutôt efficace. Il y a aussi la Renault Clio E-Tech, que j'avais déjà essayé, qui utilise une technologie similaire. Et la boîte de vitesse, on n'est pas sur quelque chose de sportif, mais elle est véritablement là pour limiter la consommation de carburant. Avec cette alternance entre le moteur thermique et le moteur électrique, elle optimise, si vous voulez, la sobriété de ce moteur hybride. Et puis l'hybride, ça a quand même pas mal de vertus, puisque sur ce modèle spécifiquement, vous pourrez réaliser jusqu'à 80% de vos trajets en 100% électrique, à une vitesse de maximum 55 km/h, donc on va dire en zone urbaine et périurbaine, vous pourrez très largement diminuer vos consommations de carburant. Et puis surtout, vous pourrez forcer le mode 100% électrique avec la commande que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est située à droite. Et là, vous serez automatiquement en 100% électrique. Bien sûr, ça se mettra en route si vos batteries sont assez chargées, hein, vous en doutez. Je vais vous faire une petite accélération en mode sport. Allez, c'est parti. Donc là, on a les deux moteurs électriques et thermiques qui fonctionnent. Ouais, 100, c'est pas mal. Bon, 10 secondes une, hein. C'est pas une voiture de sport, mais pour le quotidien, ce sont des performances plus qu'honorables. C'est toujours marrant quand on regarde les chronos parce que, en fait, c'est des chronos en 2023, quand on vous annonce des chronos de voitures électriques hyper puissantes, en 2 secondes sur le 0 à 100 km/h. Les gens maintenant ont des attentes incroyables sur les chronos, alors qu'en fait, il y a quelques années, quand une voiture faisait 10 secondes, c'était une petite GTI par exemple. Donc 10 secondes une de 0 à 100, c'est largement suffisant pour la philosophie de la voiture, hein, je parle bien. Ce qui est surtout intéressant, c'est les reprises. Moi, c'est ce qui m'a marqué parce qu'en mode sport, vous mettez à des vitesses de 50-60 km/h et quand vous allez appuyer sur l'accélérateur à fond, la voiture, elle relance très bien. Regardez. Et ça, c'est plutôt la bonne chose sur l'agrément de conduite de la voiture, c'est que les reprises sont bien meilleures que ce à quoi je m'attendais. Une bonne chose, hein. Pour ceux qui aiment doubler sur des petites routes départementales ou même sur autoroute, vous en aurez quand même sous le pied avec une petite réserve inattendue. Ouais. Autre point sur le freinage. Alors le freinage, moi je l'ai trouvé assez mordant. Pourquoi? Parce que déjà la voiture est légère, hein. Je vais vous faire une petite démonstration du freinage en freinant à fond. Distance de freinage super courte, freinage très mordant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi quand j'essaye des SUV hybrides, je suis à 2 tonnes en moyenne. Là, on est à 600 kg en dessous, 1400 kg seulement. En 2023, c'est pas beaucoup. Et moi, sur les distances de freinage, j'étais hyper étonné. On est sur une voiture qui est hyper sécurisante, avec des distances de freinage, à mon avis, qui sont plus courtes que beaucoup de berlines très puissantes qui font 500 chevaux, mais qui pèsent 2 tonnes 2. On ne s'attend pas, quand on regarde une voiture comme le Nissan Juke hybride, à avoir une bonne qualité du freinage, des reprises qui sont bonnes pour la catégorie. On s'attend à une voiture vraiment pas performante du tout. On est loin d'une voiture de sport, clairement, faut pas non plus exagérer. Mais pour 143 chevaux, ils sont vraiment tous là, les 143 chevaux. Alors pour une fois qu'on n'a pas l'impression de se faire arnaquer par une fiche technique, il fallait quand même le préciser. Donc sur la route, entre les aides à la conduite, les reprises qui sont bonnes, les distances de freinage très courtes avec un système de freinage très mordant et une qualité de l'assise qui est au-dessus de la moyenne, on commence à avoir une voiture plutôt homogène et qui risque de contenter beaucoup des conducteurs qui vont avoir la chance d'acquérir ce modèle. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Nissan Juke hybride. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts. Alors, il n'y a pas de toit ouvrant panoramique, pas de siège électrique et pas de haillons à ouverture et fermeture électrique. C'est un petit peu dommage dans ce niveau de gamme. Aussi, autre défaut, avec les jantes de 19 pouces, ça altère un petit peu sur chaussée très dégradée le confort. C'est mieux de prendre des jantes un petit peu moins grandes. Mais ça, c'est valable sur le Juke, mais aussi sur n'importe quelle autre voiture. Vous savez, maintenant, c'est la mode des énormes jantes très sportives qu'on trouvait il y a 20 ans uniquement sur des voitures ultra puissantes. Maintenant, on le retrouve même sur des crossovers urbains de moins de 150 chevaux. Et puis, un design intérieur sur la planche de bord, spécifiquement, selon moi, pas très moderne. Heureusement, il a beaucoup de qualités. Déjà, agrément de conduite
très bon dans sa catégorie. C'est clairement un des meilleurs de sa catégorie grâce au couple moteur. Plus de 350 Nm de couple. C'est presque autant qu'une Porsche 911 Carrera 997 du milieu des années 2000. C'est vous dire la puissance du moteur. Et pour un moteur de 143 chevaux, les relances et les accélérations sont bonnes. Moi, ça a été ma grande surprise. Je ne m'attendais pas à ce que les relances soient aussi vigoureuses que ça. Bon, ça ne va pas vous décalquer la nuque non plus, il ne faut pas exagérer. Mais pour sa catégorie, on ne m'aurait pas dit la puissance, j'en ai rajouté au moins 30 à 40 chevaux supplémentaires, c'est vous dire. Comme quoi le couple moteur, ça aide. Autre point important, beaucoup d'aide à la conduite, ultra sécurisant donc. Que ce soit en zone urbaine ou en évolution en dehors de zone urbaine, sur autoroute et aussi sur route départementale. C'est pas mal pour ceux qui souhaitent utiliser ce genre de véhicule en famille. Ça sécurisera le conducteur, mais aussi tous les passagers du véhicule. Et enfin, une consommation d'à peine plus de 5 litres au 100 km, donc très réduite. Et vous le savez, mais en 2023, le carburant coûte tellement cher que je vous assure, à 1 ou 2 litres près, vous en faites des économies. Ça, c'est clair. Pour répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo, est-ce que aujourd'hui, il peut prétendre à être à la première place ou sur le podium de sa catégorie face à ses concurrents, mais je pense qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte pour vous répondre. Le premier, c'est le design. Alors, sur le design, comme je vous le disais en intro de la vidéo, moi, c'est pas mon préféré, même si je trouve que la partie latérale et l'arrière sont bien dessinés, notamment les feux arrière en forme de boomerang, qui sont tridimensionnels, ça, c'est plutôt bien. Je le trouve mieux qu'un Renault Captur, mais je le trouve en termes de design moins bien qu'un Hyundai Kona ou qu'un Toyota Yaris Cross. Après, c'est très subjectif, je vous donne mon avis, tel que je le pense. Deuxième chose, son prix. Alors, c'est pas le moins cher, loin de là, c'est le deuxième plus cher d'ailleurs. Parce que le plus cher, c'est le Hyundai Kona, puis ensuite le Juke hybride, et sur le Renault Captur hybride. Ensuite, on sera sur le Yaris Cross. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Il est vraiment dans le haut de la fourchette en termes de tarifs, même si au niveau équipement, pour le coup, vous en avez vraiment pour votre argent. Quand chez d'autres concurrents, vous allez devoir rajouter encore plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour arriver au même niveau d'équipement. Et sur son moteur et ses performances, alors il est pareil que le Renault Captur et que le Hyundai Kona, et il est beaucoup plus puissant que le Toyota Yaris Cross. Mais une chose à retenir là-dessus, c'est que par rapport à sa puissance qui est équivalente au Renault Captur et au Hyundai Kona, je trouve à la conduite qu'on a une sensation, et ça encore une fois c'est dû au couple moteur, d'avoir beaucoup plus de puissance que ses concurrents directs. Et c'est en ça que je trouve que sur son agrément de conduite, il risque de mettre une claque aux gens qui ont essayé ses concurrents, parce que vous avez l'impression d'avoir un moteur de 175 chevaux. Donc ça c'est plutôt bien, moi qui aime bien les voitures dynamiques, vous le savez, je trouve que là-dessus, en jouant sur le couple moteur, Nissan a visé juste. Et ça apporte vraiment un agrément, une expérience de conduite très bonne pour sa catégorie de crossover urbain. Donc ça, c'est plutôt bien pour lui. Pour résumer, en gros, sur le tarif, malheureusement, il ne va pas marquer des points. En revanche, sur sa consommation de carburant contenu, son niveau d'équipement, notamment avec toutes ces aides à la conduite qui sont présentes, et son agrément moteur, avec son couple de plus de 350 Nm de couple, il a de fortes chances d'être parmi les premiers, voire peut-être le premier. On verra si les gens sont prêts à payer un tout petit peu plus pour acquérir ce véhicule. En tout cas, si vous mettez en face les qualités de ses autres concurrents, vraiment d'une manière objective, il a de fortes chances de piquer la première place. Je vous rappelle que si vous souhaitez essayer le véhicule, je vous ai mis un lien en description de la vidéo, je ne le fais pas dans tous mes essais, mais typiquement cette voiture, je la trouve intéressante à essayer, notamment avec cet agrément de conduite qui est assez étonnant. Quand vous lisez la fiche technique, vous ne vous attendez pas à avoir ce côté dynamique, avec un design assez consensuel. Elle en offre clairement beaucoup pour son tarif. Ça, c'est mon avis personnel. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification. C'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Pareil sur mes comptes Instagram et TikTok, le vendeur automobile. Je diffuse que du contenu exclusif. Donc abonnez-vous à ces comptes-là. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.